très heureuse aujourd'hui de vous présenter M. Gilles Maloney, qui a été mon professeur d'histoire de la littérature grecque. Et aussi, je pense j'ai eu un cours de grec ancien ensemble. Donc, et j'ai appris avec une méthode que vous avez traduite et utilisée pendant de nombreuses années, la méthode qu'on appelait Socrate. Donc, pour ceux qui le connaîtraient, pas M. Maloney, M. Maloney était professeur de langue et littérature grecque ancienne à l'Université Laval pendant de nombreuses années. Il a eu un doctorat sur la langue et le style de Thucydide, mais durant ses années de recherche, il s'est surtout concentré sur le corpus hippocratique. Donc, il est un grand connaisseur du corpus hippocratique. Il a en particulier publié une concordance des œuvres hippocratiques en 6 volumes. C'est un truc immense. Mais aussi une remémoration des 500 ans de bibliographie hippocratique et plusieurs des actes de colloque sur la collection hippocratique et plusieurs autres outils comme des lexiques inversés, des ouvrages pour répartir les textes du corpus de la collection hippocratique par genre, et j'en passe et j'en passe. Il a aussi contribué à la recherche universitaire, à la diffusion de la recherche universitaire, mais aussi à la diffusion des humanités gréco-latines à l'extérieur du milieu universitaire, puisque c'est un des membres fondateurs de la Fondation Humanitas qui le reçoit aujourd'hui pour cette conférence. Et c'est également aussi un des membres fondateurs de la Société des études anciennes du Québec. Depuis sa retraite, je pense que il a pris sa retraite au tout début des années 2000, donc juste avant que je rentre à la maîtrise. Mais depuis, il n'a pas cessé ses activités, mais il s'est surtout tourné vers Aristote, comme on va le voir aujourd'hui, et il a publié, pardonnez-moi, je vais le partager. Il a publié aux presses de l'Université Laval en 2020 un ouvrage qui s'appelle « Moi, Aristote », qui est une sorte de biographie romancée, en fait, d'Aristote, mais écrite en se tenant très proche des sources anciennes et en particulier des écrits d'Aristote, ce qui lui permet, en fait, de passer en revue beaucoup de thématiques de la philosophie d'Aristote, qui, comme on le sait, était un philosophe très éclectique qui a couvert très large de la biologie à la théologie, en passant par l'éthique. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il va nous entretenir, donc de la philosophie d'Aristote, mais plus particulièrement des aspects de la philosophie d'Aristote qui nous concernent encore aujourd'hui et qui viennent nous toucher. Donc, sur ce, je vous rappelle, oui, le lien, je renvoie encore une fois le lien vers l'exemplier pour ceux qui ne l'auraient pas reçu. Et je cède la parole à M. Maloney pour sa présentation. Oui, bonjour. Je vais parler 1 heure, à quelques minutes près. Vous savez aussi bien que moi qu'on parle chez nous de notre héritage grec, mais l'héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on utilise généralement. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement des aspects de l'œuvre d'Aristote qui sont encore dans notre vie quotidienne. Vous allez voir qu'on va assez bien dans la vie quotidienne avec alors, des aspects sur lesquels il a été le premier à écrire en Grèce. D'après les témoignages qu'on a, là, ce que je vous dis, ça n'a pas été, si je ne dis pas que c'est celui qui n'a pas été publié en Grèce, ça doit être ça. Et sur lesquels il a été le premier à écrire, donc, et à publier, évidemment. Ce qui est agréable dans Aristote, c'est que dans une lecture attentive, on a l'impression de finir par le connaître personnellement. Parce que souvent, il s'adresse à nous. En réalité, c'est parce que lui, on pourrait dire qu'il était un professeur-chercheur. On l'appellerait comme ça aujourd'hui, professeur-chercheur. Et il y a plusieurs de ses ouvrages qui sont en fait des notes de cours. Et souvent aussi, on a l'impression qu'il s'adresse à nous. J'ai un texte ici, la fin de son ouvrage s'appelle La rhétorique, où il dit « Ainsi donc, pour la rhétorique, il y avait des travaux nombreux et anciens avant les miens. Pour les sciences du raisonnement, au contraire, la rhétorique, nous n'avions absolument rien d'antérieur à citer. Mais nos pénibles recherches nous ont coûté bien du temps et bien des peines d'un chercheur qui parle.
C'est donc qu'il vous paraît, après avoir examiné nos travaux, que cette science, dénuée de tous antécédents analogues, personne avant lui, n'est pas trop inférieure aux autres sciences que de successifs labeurs ont accrues, il ne vous restera plus à vous tous, c'est-à-dire à tous ceux qui ont suivi mes leçons, à montrer de l'indulgence pour les lacunes de cet ouvrage et de la reconnaissance pour toutes les découvertes qui ont été faites. Ça vous peut être plus directement un appel au lecteur. Hein? Donc, on n'aura pas à revenir là-dessus, mais vous voyez, on a trois sortes de textes d'Aristote. On a des essais en bonne et due forme, on a des notes de cours, et on a des manuels. Parce que, je veux dire souvent, Aristote, d'ailleurs, jusqu'à la fin d'aujourd'hui, Aristote était le premier professeur qui a publié des manuels. On a des textes de philosophes avant lui, comme Platon, mais c'était pas écrit pour être publié. Et c'était pas des manuels. Lui, c'est vraiment des manuels pour être publiés. Alors d'abord, comme dans le corpus, l'ensemble des aspects du fonctionnement des langues l'intéresse beaucoup, comme on va voir, on peut dire qu'il a marqué les débuts de la linguistique. Il n'y avait vraiment rien qui a été dit beaucoup sur la langue et ses aspects. Et aujourd'hui, on parle de linguistique, mais on pourrait dire que la linguistique a commencé avec Aristote. Modestement, il n'a pas fait d'ouvrage sur la linguistique, mais il en parle beaucoup. Il dit justement à peu près, les mots dans la parole ne sont que l'image des modifications de l'âme. Et l'écriture n'est que l'image des mots que la parole exprime. Les modifications de l'âme, dont les mots sont des signes immédiats, sont identiques pour tous les humains. Donc, vous voyez, c'est exactement, quand j'ai suivi des cours de linguistique, c'est exactement ce qu'on nous disait. Là, c'est les aspects de la langue qui correspondent aux idées qu'on a. Et il faut travailler sur les mots et les paroles. Bon. En conséquence de ce qu'il dit, on doit faire un effort pour utiliser le plus possible un langage qui est exactement conforme à nos idées. Il y a souvent qu'on dit « Ah, c'est pas ce que je voulais dire, moi je l'ai mal dit. » Bon, alors lui, quand il s'exprime, justement, il essaie de dire exactement ce qu'il veut dire. Et c'est déjà l'avantage, c'est déjà un peu de la linguistique. Hein? Le travail d'un professeur aussi. Il dit « Il n'est pas facile d'exprimer exactement par le langage combien et comment on peut s'écarter du juste milieu. » Par exemple, on peut parler, si on parle de la douceur, on peut parler de la douceur et de la colère, c'est pas facile de trouver le juste milieu, le mot de la réalité dont on parle. On peut dire, bon, il y a la colère, c'est l'excès de la douceur, mais le mot qui est entre les deux. Et ça, souvent, il va revenir sur les mots, justement. Il dit aussi, toujours, je parle de certaines choses de la linguistique, les auditeurs sont soumis à l'influence de l'habitude. Nous aimons bien qu'on se sert d'un langage conforme à celui qui nous est familier. Alors, justement, on remarque qu'il est vraiment le premier à s'exprimer d'une façon que les gens peuvent comprendre assez facilement. Et lorsque c'est un langage nouveau pour le lecteur, il va donner toutes les définitions nécessaires. On va revenir là-dessus plusieurs fois, vous allez voir. On peut dire aussi, toujours dans la langue, qu'il a été le premier à parler systématiquement de lexicologie. Alors, la définition de lexicologie, c'est l'étude scientifique du lexique d'une langue et aussi des exceptions diverses d'un mot. C'est exactement ce qu'il fait, souvent dans ses œuvres. Il dit, par exemple, il faut se rappeler que dans la langue grecque, le mot principe a plusieurs sens particuliers. Puis il donne de pas tous les sens que le mot principe peut vouloir dire. C'est le début, c'est une idée qu'on a, etc. Il donne tout. C'est comme un dictionnaire, une grammaire, maintenant. Il dit souvent, c'est ce qu'on dit en grec. On dit ça souvent en grec. Alors, je ne sais pas s'il fait allusion à une autre langue, mais en tout cas, il parle justement de la langue grecque. Alors, je ne sais pas s'il pense qu'il y a des lecteurs dans une autre langue, mais. Et pour les noms aussi, il dit l'excès dans l'absence de crainte. Donc, on a de la crainte, puis on parle d'un excès de crainte. Ça n'a pas reçu de nom. Il faudrait lui en donner un. Il est en train de parler d'un homme possible. L'homme de cette sorte, vu qu'il n'existe pas,
n'a pas de nom particulier. Il faudra lui donner un autre nom. Il dit, la plupart des comportements sont dépourvus d'appellations particulières. Néanmoins, nous devons tâcher de les caractériser par un nom, aussi bien en vue de la clarté que pour faciliter notre compréhension. Alors ça, il revient souvent, il parle entre autres une dizaine, 10-15 fois de la langue grecque. Les choses qu'il faut dire dans la langue grecque. Alors, on ne sait pas quel auditoire il s'adresse, mais c'est quand même ça. On peut dire aussi qu'il n'a pas été le fondateur de la grammaire, mais il est marqué, c'est avec lui qu'on a les débuts de la grammaire. Des gens avant lui, surtout Platon, ont fait des allusions un peu, mais la grammaire en tant que manuel systématique, comme on connaît, une grammaire française, une grammaire anglaise, une grammaire grecque. Alors, c'est chez lui qu'on apprend la première fois l'existence et le sens d'éléments de la pensée de l'extension dans une phrase. Dans la poétique, par exemple, il parle des sons de la parole, des voyelles, du mot, de la syllabe, de la conjonction, de l'article. C'est un grammairien qui parle. Alors là, évidemment, chaque fois qu'il énumère ces choses-là, ces aspects-là, il parle il définit ce que c'est, comme un son, c'est l'expression aussi de nos pensées, à moins qu'on crie de douleur. Mais normalement aussi, si on dit oui, c'est ça, alors c'est un son. Mais ça veut dire quelque chose. D'accord? Alors, il définit donc tous ces mots-là, les sons d'expression, les voyelles, les mots, les syllabes. C'est pas tout le monde qui est capable de donner exactement ce que c'est. Et le rôle dans la phrase. Une phrase avec un mot, pas de verbe, etc., ce qu'il fait. Ensuite, il va parler du rôle des éléments de la proposition, le rôle du verbe dans la phrase. On ne s'attend pas à ça. Le rôle des cas, singulier du pluriel. La proposition aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Quand est-ce qu'on sait qu'on a une proposition ou une phrase? C'est de la grammaire. C'est de la grammaire qu'il est en train de faire. Et surtout qu'il développe ça. Et puis évidemment, les figures de style. Entre les mots, par exemple, toujours dans l'expression, entre les mots, il décrit, il dit il faut trouver 3 sortes de mots, les synonymes, les homonymes et les antonymes. Bon, le mot synonyme existait avant lui, il est employé quelquefois, mais lui, il l'emploie souvent, on va parler tout à l'heure. Les homonymes, bon, ben, il explique que c'est le contraire, il faut le mot pour dire le contraire de ce que c'est qu'un site. Et puis les antonymes, il était le premier, on voit, il est le premier dans les textes grecs qui emploie le mot antonyme. Et puis il définit ce que c'est, toujours avec des exemples. C'est un professeur, oui. Alors là-dessus, j'arrive à un de ces traités que vous l'avez dans la liste, les réfutations sophistiques. Les réfutations sophistiques, c'est un livre pour réfuter les sophismes qui se faisaient de son temps. Bon, vous savez comme moi que les sophistes, c'était des gens qui étaient au 5e, 4e siècle, et puis les sophistes, ça veut dire les hommes de science, les gens qui s'appelaient les hommes de science. Et même entre eux, ils s'appelaient les sophistes, c'est-à-dire c'était des sortes de savants. Et puis, il y a Platon qui a écrit beaucoup contre les sophistes, évidemment, mais Aristote en parle lui aussi, mais différemment de Platon. C'était les sophistes, c'était des professeurs d'éloquence. On sait au 5e, 4e siècle, l'éloquence, surtout l'éloquence publique, avait plein d'importance. Alors, ils donnent des cours d'éloquence. Ça s'est fait aussi au 4e siècle, jusqu'à Lysias, plusieurs sont donnés comme professeurs d'éloquence. C'est-à-dire aussi de l'art de parler, de l'art de persuader, c'est-à-dire la rhétorique, l'art de dire quelque chose. Rhétor, c'est quelqu'un qui parle. Il dit synonyme, c'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de l'évidence, mais qui n'est pas en réalité valide comme raisonnement, même si sa conclusion semble vraie. C'est un raisonnement défectueux que nous faisons nous-mêmes ou qu'on trouve chez les autres. Parfois, on dit nous-mêmes, mais c'est un sophisme que je suis en train de faire, mon raisonnement est de travers, n'est pas bon, je recommence. Bon. C'est un raisonnement, quand c'est le nôtre, qui est présenté comme vrai aux autres. On discute rarement avec des gens longuement pour leur dire seulement des mensonges, au moins qu'on va faire des plaisanteries.
D'accord? Là-dedans aussi, il examine les faux syllogismes, mais il y en a une quantité. Les jeux de mots, les mots à double sens. C'est très intéressant parce qu'on n'est pas grec, on apprend le grec, on regarde. Ils ont le même vocabulaire. Lui, il a les mêmes vocabulaires, les mêmes problèmes que nous aujourd'hui. Donc, les raisonnements faux, les faux syllogismes, les jeux de mots. À ce propos-là, vous connaissez l'histoire de la flèche d'Achille. C'est un raisonnement des premiers sophistes qui s'appelle Zénon. Pas Zénon, Zénon. Et vous le connaissez, mais en tout cas, au cas où il y a des gens qui ne seraient pas au courant, Zénon dit Homère, dans l'Iliade, parle évidemment d'Achille, son guerrier principal. Achille, c'est un archer qui avait une flèche qui tuait à chaque fois. Bon. Alors, il dit ça, c'est curieux, parce que la flèche d'Achille qui part de son arc, avant d'atteindre un ennemi, il faut qu'elle parcourt la moitié de la distance. Mais quand elle est partie une fois, avant de faire la moitié de la distance, il faut qu'elle fasse le quart de la distance. Et le huitième de la distance. Et le 16e, elle ne partira jamais. Et tout ça, c'est des histoires qu'Homère a inventées. Les flèches d'Achille ne pouvaient pas partir de son arc. Bon. Alors, on raisonne souvent en se disant, mais comment est-ce qu'on peut réfuter cette conclusion-là qui ne semble pas avoir de sens, mais qui est très logique? Hein, quand une flèche s'en va, il faut faire la moitié de distance avant d'aller à Montréal, etc. Bon. Alors, si à un moment donné, vous êtes la nuit, vous faites de l'insomnie, trouvez-moi la réponse à ce raisonnement-là. C'est pas facile, je vous assure. Lui, il le trouve, mais c'est pas simple. Alors, justement, lui, Zénon dit que c'est l'inventeur du paradoxe. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui est contre la réalité. Les réflexions sophistiques, en fait, vous voyez, c'est tout un traité de plus de 100 pages qui dénonce les mauvais procédés des sophistes. C'est une démolition en règle. Je ne sais pas si vous connaissez bien Aristote, mais moi, je trouve que c'est absolument génial. Et que c'est un livre qu'on peut lire, dans les premiers ouvrages qu'on peut lire d'Aristote, c'est les réfutations sophistiques. C'est humoristique. Et puis aussi, ça fait le tour de la situation en termes bien raisonnables. Autre chose, on a dit plusieurs fois qu'Aristote était l'inventeur de la méthode logique, ou tout simplement de la logique. Comme aujourd'hui, on fait des livres sur la logique formelle ou en logique mathématique. Bien, ces logiques-là remontent à Aristote. Il a fait un ensemble qu'on appelle l'organon. Vous voyez, dans la liste des œuvres, les deux premières lignes, là, ça donne 6 titres d'œuvres. Et cet ensemble de livres d'œuvres-là, on l'appelle l'organon. L'organon, c'est un mot, on a compilé au 2e siècle les œuvres d'Aristote, et ces 6 œuvres-là, ensemble, parce qu'on disait que ça allait ensemble, et c'était l'organon, c'était l'instrument de la pensée correcte. Bon. On va juste voir un peu. C'est-à-dire que ces 6 livres-là, qui ont plusieurs centaines de pages chacun, c'est simplement, c'est une recherche des règles générales, formelles, qui permettent de distinguer un raisonnement qui est valable d'un raisonnement qui ne l'est pas. C'est évidemment, vous voyez, le complément ou l'inverse des réfutations sophistiques. Et ça c'est surtout dans ce qu'on appelle les analytiques, les deux catégories de mots, les analytiques. Les analytiques, c'est des œuvres divisées en 2 volumes, et dont il dit, le sujet, c'est la démonstration, le but, c'est la science de la démonstration. Ça veut dire, le premier livre, il porte sur ce que c'est que la démonstration. Et dans le deuxième, c'est la façon de faire des démonstrations. C'est un ouvrage terriblement technique, comme vous savez. Le premier livre, le premier analytique, ça expose uniquement les règles du syllogisme. Il ne s'est jamais écrit depuis ce temps-là un ouvrage aussi complet et aussi génial que ça. Qu'est-ce que c'est que le syllogisme? Dans la deuxième partie, c'est les méthodes de démonstration en utilisant les syllogismes. Bon. Le syllogisme, que vous savez d'après moi, avec moi, le syllogisme, c'est
un raisonnement impeccable qui se fait à partir de l'intelligence, du raisonnement et de la confusion. Le syllogisme, il faut se rendre compte que nous l'utilisons, comme vous savez, dans la vie quotidienne, à tout moment. C'est la base des démonstrations qu'on fait à tous les jours. N'importe qui, un chauffeur d'autobus, fait comme un syllogisme, vous allez voir. Dans notre vie quotidienne, le premier exemple de syllogisme qu'il donne, il est célèbre, c'est le modèle. Il dit « Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate, c'était un homme. Donc, Socrate est mortel. » Bon, ça, c'est le modèle de syllogisme que vous connaissez autant que moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui me frappe, c'est que dans la vie quotidienne, nous faisons constamment des syllogismes, on pourrait même dire des centaines de syllogismes par jour. Souvent, en parlant, on dit donc telle chose. Ben, donc, c'est la conclusion d'un syllogisme. Même si on dit donc rapidement, ça veut dire qu'on a fait un raisonnement. Genre, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc, vous savez, syllogisme, c'est un raisonnement en 3 parties. Et puis, tous les jours. Par exemple, dans la vie quotidienne, ma mère me dit, mon père me dit, que dans la vie quotidienne, si quelqu'un fait du bien, fait du bien pour nous, il faut le remercier. Or, monsieur un-tel m'a fait du bien. Donc, merci. Alors, simplement, pensez-y, quand vous dites merci, il y a ce raisonnement-là derrière, que dans certaines circonstances, il faut remercier celui qui nous a rendu un service, et puis on va le remercier, puis on dit merci. Le merci, c'est la conclusion d'un syllogisme. Mais constamment dans la journée, on dit toutes sortes de choses qui viennent d'un syllogisme dont on ne se rend pas compte généralement, mais qui sont dans notre subconscient puis qui sortent. On s'en rend compte parfois. En fait, il dit, à peu près dans les mots, c'est que tout raisonnement que l'on fait, qu'on donne, qui conclut, parce que des fois on peut raisonner sur les choses sans conclure, mais tous les raisonnements qui concluent sont au fond des syllogismes. Quand on fait une conclusion, même en disant, bon là, il faut que j'aille payer, il faut que je paie mon loyer, c'est une conclusion, ça. Mais ça remonte à un syllogisme que dans la vie, bon, vous voyez, genre, alors, de toutes sortes de choses. Les analytiques, les 2 livres ensemble, ça fait 300 pages. Qui ne parlent que 150 pages sur le syllogisme et 150 pages sur les méthodes d'utiliser le syllogisme d'un raisonnement scientifique. Puis c'est vraiment ça. Alors, c'est purement technique. Technique, ça me fait penser, c'est amusant, les analytiques. Les analytiques, c'est à peu près comme faire la lecture d'un propriétaire d'auto qui vient de s'acheter une auto neuve, bi-énergie. Il y a un manuel qui va avec. C'est absolument rigolo à lire. Ben, les analytiques, c'est à peu près ça. C'est la réalité, c'est un travail technique. On sait que ceux qui connaissent la philosophie, comme vous sûrement, il y a un de ses ouvrages qui s'appelle La métaphysique. Bon. Il est le premier qui a expliqué ce que c'était que la métaphysique. Et souvent, on se fait des idées, quand on dit Aristote est un métaphysicien, ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est une de ses qualités, une de ses compétences. La métaphysique, depuis Aristote, ça s'est mis à faire partie des études avancées, entre autres dans les universités. Si vous prenez un diplôme en philosophie, vous savez que vous faites de la métaphysique. Vous avez des cours de métaphysique. Bon. Le traité, mais il faut d'abord se dire que le traité de la métaphysique, on le classe en 5 livres au complet. C'est un manuel. Ce n'est pas une réflexion sur la métaphysique, c'est un manuel. Ça décrit qu'est-ce que c'est que la métaphysique. La métaphysique, c'est ce qui vient après la physique, c'est le mot grec, après la physique, après les réflexions d'un philosophe sur les réalités. Aristote appelle pas ça la métaphysique, il appelle ça la philosophie première. La philosophie première, c'est la philosophie qui vient après la philosophie. Quand les philosophes ont fait le tour des cas intéressants,
la métaphysique étudie l'essentiel, le fondamental de ces raisonnements, de ces découvertes-là. Excusez-moi. Dans ce manuel de métaphysique, il commence par dire, vu qu'on est après la philosophie courante, il y a plusieurs pages qui donnent, c'est pour des étudiants sûrement, le vocabulaire de base de la philosophie. Alors, ce vocabulaire de base de la philosophie-là, c'est au complet un vocabulaire de base de la philosophie de nos jours, l'enseignement de la philosophie et des parties de la philosophie. Bon, et aujourd'hui, c'est sûr qu'en philosophie, on est allé plus loin, qu'il y a plus d'éléments de philosophie, mais la définition qu'Aristote en donne, c'est exactement la même qu'aujourd'hui. Et une chose bien intéressante aussi, c'est que dans ces volumes-là, il donne les méthodes, pas des méthodes, mais les méthodes de démonstration dans un travail de recherche. Par exemple, il donne un travail de recherche, ça doit se faire de façon suivante. On donne une affirmation. Dieu existe. Après, on explique l'idée dont on veut discuter. Or, les gens, tout le monde a pensé, notre destination de penser que Dieu existait, une fois une cause première, etc. Ensuite, on fait la démonstration et puis la conclusion. Ça, c'est ce qu'on a appris, vous et moi, on a appris lorsqu'on était jeune et puis étudiant. Donc, il fallait faire dans un article, ce qu'on faisait aussi quand on lit un article ou un livre, il y a l'énoncé de ce qu'on dit, de ce qu'on va dire, un résumé du problème, c'est de la démonstration de l'affaire et puis la conclusion. Mais ça s'est transmis dans l'enseignement jusqu'à nous et ça vient d'Aristote, vous voyez? Bon. Alors, quand on est tout petit, tout jeune, on est déjà les disciples d'Aristote. Donc, c'est lui aussi qui a inventé l'étude métaphysique, c'est-à-dire la façon d'étudier les idées qu'on développe en philosophie. C'est-à-dire que ça devient une recherche abstraite. Mais c'est ça qu'on dit d'ailleurs, la métaphysique. Platon, pas de Platon, Aristote est un spécialiste de la métaphysique, c'est-à-dire la nature fondamentale de la réalité. Par exemple, l'espace. Qu'est-ce que c'est que l'espace? On n'a jamais vu d'espace. C'est abstrait, c'est une définition. Ça doit correspondre à la réalité, mais qu'est-ce que c'est le concept d'espace? Ben, ça, c'est de la métaphysique. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que c'est que le temps? Bon, évidemment, ça va prendre une montre, on va savoir, etc. Oui. La causalité, quand on dit les causes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça représente? Définir ou trouver les causes entre deux phénomènes. La cause elle-même, ça n'existe pas, c'est une façon d'être, mais de quoi? C'est une entité de philosophie première. C'est de la métaphysique. Bon, on pourrait continuer longtemps là-dessus. D'ailleurs, lui, je ne sais pas si vous êtes peut-être au courant, que la notion qu'il a développée et qu'il aimait beaucoup, puisqu'il revient souvent là-dessus, c'était la puissance, l'acte et la puissance. Et qu'il y a des choses qui sont en acte, qu'on voit, qu'on pense, qui existent, et puis des choses qui sont en puissance. Alors, il examine la possibilité que toutes les choses que nous connaissons sont d'abord en puissance, sont possibles. Alors, il y a des livres là-dessus d'Aristote et des réponses qui ont été données. Là. Bon, la métaphysique. Dans un autre domaine, il est le premier qui écrit la poétique, c'est-à-dire la poétique d'Aristote, c'est le titre de l'œuvre, évidemment. C'est la première étude théorique des contenus de la poésie et des procédés des poésies, des différents types de poésie. Il commence par une définition générale, peut-être que ça surprend un peu. La poésie, l'art poétique, c'est l'art de l'imitation, imiter, de l'imitation. L'histoire, c'est l'art de la description. Bon, la poésie en général, c'est en vers, en général, l'histoire, c'est en prose. C'est la différence. Il travaille vraiment de façon fondamentale sur ce que c'est que la poésie. Depuis que nous sommes enfants, nous imitons. Nous imitons notre mère, ce que notre père nous a dit,
les mots qu'on nous a dit de prononcer, etc. Nous continuons d'imiter. Et dans notre vie quotidienne, nous imitons. Des choses que nous découvrons, ou des choses qui sont à faire, nous imitons ce qu'on nous dit de faire. Alors, la façon de rendre ça comme c'est, il y a des manuels, et puis il y a une façon aussi qui est l'art de dire bellement, de bien dire des choses, de les dire avec sensibilité. Alors que l'histoire, c'est l'art de raconter exactement les choses froidement. Exemple et ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Aristote. Bon, je vous dis ce qu'il dit. On a dit, la poétique d'Aristote est un ouvrage qui a profondément modelé la vision occidentale de l'art. Si vous avez lu ou si vous lisez des choses, mettons, de poésie chinoise, hindoue, la poésie hindoue, c'est vraiment autre chose. Et la poésie occidentale, dans sa diverses manifestations, se ressemble un peu partout, Shakespeare, Racine, ce que vous voudrez. Il y a un fond commun qui est notre fond de pensée à nous. Mais la poésie indienne, c'est autre chose. Par exemple, on a dit la poétique d'Aristote, tableau fidèle des pratiques des maîtres, pourrait bien ne pas être autre chose que l'énumération des conditions éternelles de la beauté absolue. On n'ira pas dans les détails, hein, mais ça décrit exactement ce que c'est que la poétique d'Aristote. Bon. Il y a une deuxième partie dans la poétique d'Aristote, c'est là-dedans qu'il fait la première histoire du théâtre. Puisque le théâtre est une poésie, est une imitation de caractère, une imitation de situation, une imitation de sentiment. Une tragédie, c'est jamais une histoire qu'on raconte de monsieur un tel, madame un tel. C'est des personnages dont on parle des conditions. Alors, il fait l'histoire de la comédie et de la tragédie, puis d'autres genres aussi. Mais pour quelqu'un qui veut aujourd'hui écrire sur l'histoire du théâtre, il faut qu'il remonte au bonhomme Aristote, parce que bonhomme Aristote a dit d'où vient le théâtre, en quoi ça consiste le théâtre, et puis quels sont les premiers endroits où il y a eu du théâtre, et qu'est-ce que c'était que les premiers théâtres. C'est très intéressant. C'est une lecture vraiment courante. D'où vient le théâtre, et qu'est-ce que, sur les deux principales tragédies et comédies, ce qu'on appelle pour nous le théâtre en général, qu'est-ce que ça fait? La tragédie et la comédie, ça nous fait rire, ça nous fait réfléchir en pensant, en réfléchissant sur des choses qui sont écrites sur des personnages. Les personnages portent des messages. La tragédie porte un message de choses tragiques, simplement. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on regarde des films, qu'on voit au théâtre ou à la télévision, j'essaie toujours de dire ce qui est là, est-ce que c'est une tragédie ou une comédie ou entre les deux, un drame moyen. Et on voit qu'il y a des genres, des films, des genres tragiques, des genres comiques et des genres sensibles entre les deux. Bon, ben, si Aristote avait connu le théâtre, vous auriez fait un volume là-dessus. Là. En tout cas, là, je le dis simplement. L'autre ouvrage de lui que j'aime beaucoup, c'est la rhétorique. Évidemment, la rhétorique. Aristote dit, la rhétorique, c'est un gros volume, la rhétorique, c'est 200 pages. La rhétorique est la faculté de considérer pour chaque question ce qui peut être propre à persuader. Ceci n'est le fait d'aucun autre art. À ses débuts, il dit, aujourd'hui, ceux qui écrivent sur la rhétorique n'en traitent qu'une mince partie, nous allons voir le reste. Donc, c'est un ouvrage fondamental, d'après lui, sur la rhétorique. Il se donne des cours complets sur la rhétorique. Disons en un mot. Ce qui fait ressortir, c'est que si on discute, si on fait un discours, si on donne un cours, si on expose un sujet à quelqu'un, si on fait un article dans un journal, si on fait un article sur un sujet, soit en privé pour nous, soit en public, nous voulons toujours persuader. Pensons à ça. Ce qu'Aristote a dit, moi en tout cas je me sens comme ça, je suis en train d'essayer de vous persuader. Un professeur, ça persuade. Mais ma conjointe aussi, elle me persuade. Parce qu'elle veut me persuader. Tout ce que nous disons,
c'est pour nous persuader parce que c'est notre pensée, que notre pensée résonne et qu'elle arrive à des conclusions qu'on traduit dans la parole. La rhétorique, c'est l'art de la parole. Chacun de nous, dans une certaine mesure, cherche à se persuader soi-même et à persuader les autres. Nous-mêmes sommes toujours, à peu près toujours, en train de nous dire ce que je suis en train de dire, ce que j'ai résolu là, ça a du sens ou ça n'en a pas. Je recommence. Mais nous étions toujours et nous sommes toujours convaincus que ce que nous faisons, que ce que nous disons, c'est bien, que c'est logique, que c'est nécessaire. Ou bien on se rend compte qu'on ne fait pas bien. Mais la rhétorique, c'est l'art de la parole, de se parler à soi-même ou de se parler aux autres pour les persuader. Et ça, vous voyez, ça ne marche pas sans le syllogisme. Donc, le raisonnement par syllogisme et le raisonnement persuasif, qui est le travail de transmission de nos pensées dans leur expression, c'est un tout. C'est un tout. Et c'est assez brillant que Aristote a réussi à voir cette chose-là qui n'avait jamais été vue et qui peut surprendre même encore un peu aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours en train de persuader, de combattre une idée, de soutenir une affirmation, de défendre un sujet, de défendre ou d'accuser un politicien, de se défendre devant un policier, de discuter avec notre conjoint ou notre conjointe, est là, y compris moi ce soir. Bon. Un autre domaine de la nature, la nature. Aristote a vraiment inventé la physiologie. Et si je prends la définition de la physiologie, c'est la science qui étudie le rôle, le fonctionnement et l'organisation des organismes vivants, dont les grandes fonctions sont la nutrition, la reproduction, la locomotion et les fonctions sensorielles. C'est exactement ce qu'Aristote fait dans les livres. Il y a 4 livres sur les animaux. Hein. Recherche les animaux, la génération des animaux, la marche des animaux et les parties des animaux. Il est allé dans ces détails-là. C'est ça. Et lorsqu'il parle des animaux, c'est ces 4 choses-là, comment ils se nourrissent, comment ils se reproduisent, comment ils fonctionnent et quelles sont leurs fonctions sensorielles. Mais en plus, il va faire autre chose dont on va parler tout de suite. Il faut dire, souvent on dit, Plutarque, pas Plutarque, Théophraste est le disciple d'Aristote. C'était son disciple préféré, comme Aristote est le disciple de Platon. Alors, il semble bien que Aristote ait dit à Théophraste, garde, développe la botanique. Et on sait qu'Aristote, que je vais finir par le dire, Théophraste est appelé le père de la botanique. Il y a un livre important, 450 pages sur la botanique, c'est le début de la botanique. Et les noms de plantes qu'il donne sont encore utilisés aujourd'hui. Bon. Mais lui, c'est la zoologie. Zoon en grec, vous savez, ça veut dire animal tout simplement, puis logia, c'est la science des animaux. C'est-à-dire qu'il étudie les animaux en eux-mêmes et en tant qu'ils font partie de la nature. Par exemple, le rapport d'un oiseau avec le vent, des choses de ce genre-là. Il a fait 4 traités, vous voyez, les 4 traités, en divisant dans chacun les hommes et les bêtes, l'homme lui-même, la personne humaine, les animaux marins et les oiseaux. Évidemment, c'est une division qu'on connaît bien, ça. Et vous avez sûrement suivi des cours de philosophie. En philosophie, vous ne devez pas avoir entendu souvent votre professeur de philosophie vous parler de la science des animaux chez Aristote ou de la marche des animaux. Il y a un petit traité qui étudie la marche des animaux à 2 pattes, des animaux à 4 pattes, des animaux multipattes. Ben, il n'y a pas un philosophe qui s'occupe de ça normalement. C'est un homme normal. Je ne donne pas de cours là-dessus. Aristote l'a fait, lui. Et c'est assez important pour lui que les animaux, si on prend ces traités, ça fait 740 pages de texte. Et ça, c'est 15% de toute l'œuvre d'Aristote porte sur les animaux. On n'imagine pas que celui qui parlait de métaphysique
ou de logique, etc., qui a regardé dans la nature et qui a parlé des animaux et de leur développement. Et en plus, dans son étude, également, c'est lui qui a inventé les classifications des espèces d'animaux. Aujourd'hui, on les a précisé, il y en a un peu plus, mais tout ce qu'il a fait au départ, c'est vrai. C'est bon, c'est ça, c'est vrai. On ne sait pas toujours que dans les animaux, Aristote en examine, en parle, il les nomme 480 espèces d'animaux, 172 oiseaux, 129 bêtes, 105 poissons, 50 insectes, 19 reptiles, et ce qui me surprend, 5 variétés de vers. Ben moi, quand j'ai marché dans ma vie, j'ai bien vu qu'il y avait des vers. Mais j'ai jamais pensé qu'il y avait 5 sortes de vers. Il y a des vers à pêche, mais il me semble qu'on prend ça dans la terre, vous le mettez sur votre canne, vous pêchez. Mais non, il y a 5 variétés de vers. Aujourd'hui, on en a un peu plus, on en a une dizaine. Mais tu sais, un philosophe qui parle des vers, il n'est pas exactement métaphysique, là. il est en encyclopédie, il parle d'encyclopédie. Ce qui est intéressant aussi, dans les animaux, c'est que par les animaux qu'ils connaissent, on apprend par exemple que l'animal qui personnifie presque le Canada, qui est le plus connu au Canada, c'est le castor. Aristote en parle. Parce que castor, c'est un mot grec. C'est pas un mot indien, c'est un mot grec. Et c'est un animal qui avait en Grèce. Puis il parle du castor qui croque un peu partout, etc., qui vit dans l'eau. Bon. Il parle de ça. Il parle de beaucoup d'animaux. Donc, ça nous fait connaître en même temps un peu ce qu'on connaissait au 4e siècle sur les animaux. Comment on les traitait, comment on les chassait, comment on les pêchait. Par exemple, au 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote décrit comment on faisait la pêche sous la glace. Comme les gens l'hiver ici, à quel endroit la pêche sous la glace, pas loin d'ici, il y a des champs de glace. On fait des trous, on pêche dans la glace. Bon, mais Aristote en parle. Donc, c'est pas récent. Au 4e, 5e siècle, ça existait la pêche sous la glace. Bon. Il est aussi, Aristote est aussi le premier dans ce domaine-là, la zoologie, le premier qui a fait une étude et une description, une étude, sur les 5 sens. Alors, les 5 sens de son temps comme d'aujourd'hui, les 5 mêmes sens, mais il décrit qu'est-ce que c'est que la vue, comment ça fonctionne, quels sont les yeux, à quoi ça sert, etc., etc. Tout un travail là-dessus. On se demande pour qui il a fait ça. En tout cas, c'est une étude des 5 sens. Et d'après vous, comme ça, on ne peut pas me répondre, mais d'après vous, quel est le sens le plus important pour Aristote? C'est le toucher. Bon, c'est le toucher. Ouais, et c'est plus important, c'est plus intéressant, les 5 sens. Bon, on dit, mais la vue, l'odorat, c'est pas l'odorat, l'audition, mais c'est le toucher. Il y a tout un développement sur le toucher, des dizaines de pages où il explique ce que c'est que le toucher, à quoi ça sert. Puis, hier, je regardais la télévision, puis on parlait d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça crée toutes sortes de choses, y compris des images. Bon. On disait que des gens avec l'intelligence artificielle réussissaient à faire des portraits d'êtres humains qui bougent, qui parlent. Évidemment, c'est fictif. C'est un film, mais avec des moyens informatiques uniquement. Et puis, on nous montrait des images, par exemple, une image soi-disant d'un bonhomme Trump, mais qui n'était pas une photo de Trump, qui était une recréation par la machine, par l'intelligence artificielle, de ce que c'est que la physique de Trump, et ce qu'il dit, ses idées, etc. Tout ça vient des machines aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. À la télévision hier soir, on parlait dans le... C'est aujourd'hui... Non, c'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est dans l'air. Bon. Il y avait une discussion sur l'intelligence artificielle et il y avait un connaisseur qui nous disait que la chose la plus difficile dans l'intelligence artificielle, lorsqu'on dessine des personnages, c'est de dessiner les mains. Pensez à ça, puis vous me direz ce que vous en pensez aussi. Mais on dit que c'était la chose la plus difficile. Puis il montrait des résultats de main. Alors, il y a des doigts de travers, etc. La main
c'est pour Aristote, le toucher entre nous, comme ça, sur les choses aussi. C'est un homme vraiment concret. Comme vous voyez, on a dit, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est concret, il est formel. Alors, pensez au toucher pour le dire. À propos de défi que je vous lance, c'est, dans mon cas, si on parle des oiseaux, on dit, nomme-moi donc des oiseaux. Je peux en nommer 5, 10 assez facilement. Mais 172 oiseaux, je ne suis pas capable. Je ne serai jamais capable de nommer 109 bêtes. 109 bêtes différentes. Autrement dit, quand tu parles de zoologie, il mentionne 480 bêtes, c'est toutes les bêtes qui sont connues aujourd'hui. Il n'y a rien de fictif, il ne parle pas de dragons, des choses comme ça. C'est des animaux qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît bien. Mais comment a-t-il fait pour avoir des dossiers? Il y a des noms d'animaux qu'on ne connaît absolument pas, puis qu'on trouve aujourd'hui dans des encyclopédies, dans des dictionnaires. Ils sont chez Aristote. Comment est-ce qu'il a fait pour compiler ça? Il y avait sûrement des gens qui travaillaient avec lui ou d'autres livres qui consultaient, mais là, c'est une énumération systématique des oiseaux, des genres d'oiseaux, des genres d'animaux, des genres de poissons. C'est nommé 105 poissons. Moi, je peux me manœuvrer, je peux vous dire facilement la morue, l'aiglefin, la truite, la baleine, mais 105 poissons, pas capable. Je vais voir. En deux cas. En plus de ça, dans le domaine de la nature, il a dit, il est le premier qui l'a dit, nous avons traité dans un autre ouvrage spécial des différents goûts qui se forment en nous suivant les différents mélanges des eaux, de l'eau qui coule. Alors, il dit par exemple, ce qui vient des eaux de source, des eaux des cours d'eau, des eaux des terres, des eaux des lacs, des eaux de la mer morte. Je connais la mer morte. Bon, tout ça donne des goûts. C'est sûrement le premier homme qui a écrit un traité sur les mots, puis on ne l'a pas. Un traité sur les goûts, puis on ne l'a pas. Il faudrait donc savoir ce qu'il disait là-dedans. Bon, tapez. Médecine anatomie. Médecine anatomie. Aristote a vécu, est venu au monde à peu près 10 ans après le décès d'Hippocrate. Il connaît les œuvres d'Hippocrate. Aristote est le premier que nous connaissons, en Égypte, en Grèce ou ailleurs, qui a décrit le système anatomique. Et c'est pas une façon de parler. C'est très intéressant, ce livre, cette anatomie, parce que ça donne les connaissances des Grecs à l'époque. Il est allé aussi loin que les Grecs pouvaient aller. Aujourd'hui, on va plus loin, c'est sûr. Mais il a vraiment rédigé le premier manuel d'anatomie qui s'appelle Les recherches sur les animaux. C'est exactement les parties des animaux aussi. Avec un vocabulaire botanique absolument remarquable. Tous les mots qu'il utilise pour décrire les parties, nommer les parties des animaux, on les a les mêmes aujourd'hui, mais on en connaît plus quand les parties du cerveau, il en mentionne quelques-unes, mais on en connaît beaucoup plus aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Mais le début, c'est Aristote, c'est là-dedans. Il était le premier qui l'a fait. Et c'est un plaisir de lire ces traités-là, parce que il dit, par exemple, en décrivant l'anatomie humaine, parce que les hommes et les bêtes, l'anatomie des bêtes et des hommes. Bon. Il fait des remarques, il dit, par exemple, le front et ses formes diverses indiquent la portée de l'intelligence. Vous avez dû vous dire la même chose. Quand vous voyez des gens, vous connaissez des gens, vous les regardez, vous vous dites, il y a ça dans le front. Le front, c'est le signe d'intelligence. Quand on regarde quelqu'un dans la réalité, il y en a qui ont un front qui n'est pas beau, puis on dit que c'est un front d'une personne idiote ou très intelligente. Il dit, les visages, et vous savez qui développe ça, les visages donnent des indications du caractère. C'est vrai, on voit des gens qui ont l'air très sérieux, on dit, mon Dieu, c'est des gens sérieux, c'est des juges ou je ne sais pas quoi, des millionnaires. Puis d'autres ont dit ça, c'est peut-être un joueur de hockey. La figure donne l'allure de la personne et de sa connaissance, donne sa connaissance intérieure. Comment est-ce que, je vous vois là, je vois six images de vous, comment est-ce que je peux essayer de deviner ce que vous pensez
à partir simplement de la figure. Je ne vous dirai pas ce que vous pensez, c'est ce qu'elle dit dans le moment, là. En général, de façon, c'est un exemple que je donne. Vous voyez? Puis dans l'anatomie, c'est tout un monde, ça aussi. Il va les grandes choses, le cœur, le foie, les poumons, etc., évidemment. Puis il va dans les détails. Par exemple, pour les yeux, il décrit les yeux, il décrit toutes les parties des yeux, les paupières supérieures, je prends ces termes à lui, les paupières inférieures, la pupille, la partie noire de l'œil, la partie blanche, le coin des yeux. Mais c'est quelqu'un qui a vu qui a regardé des yeux, qui a analysé qu'est-ce qu'il y a dans un œil. On ne fait pas mieux, on fait mieux aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup plus savant, mais on ne peut pas faire autrement que ça, que d'écrire les yeux, par exemple. Il va jusqu'à, dans l'anatomie, à parler et à décrire toutes des pages sur les poils. Les poils. Les poils que vous avez dans la figure, que vous avez ailleurs, les hommes ou les femmes ou les animaux. Il décrit les poils, en quoi ça consiste, chaque pied sur les poils. Et ça, on est loin de la métaphysique, là. Quelqu'un qui parle des poils de barbe, c'est pas exactement la première chose qu'on demande quand on va engager à l'université physicien. On ne demande pas d'abord s'il peut nous parler des poils. Ben, si vous voulez entendre parler des poils, ça vient d'Aristote. C'est ça. Il est aussi, du même coup, le premier auteur de tous les temps qui fait l'anatomie comparée. C'est-à-dire des bêtes dont nous sommes, des animaux et des poissons. Il ne compare pas les oiseaux. De temps à autre, mais normalement, il confie. C'est pour ça, par exemple, qu'il parle des poissons qui sont dans l'eau et dans la terre. Vous voyez, le castor, par exemple. Il est aussi celui qui a découvert la circulation sanguine. Ça s'est discuté jusqu'au 15e, 16e siècle, la circulation sanguine. Bon. Il a découvert le rôle des veines. Il dit, il n'y a pas une seule veine qui soit isolée et indépendante des autres. Toutes sans exception font partie d'une seule et unique veine. Et elle part du cœur. Alors là, on est assez étonné. Hein? On est assez étonné. Ça veut dire qu'il a fait de l'anatomie. Il a vu à l'intérieur, il n'a pas deviné ça par un raisonnement philosophique. Il a vu que dans un animal, c'était ça. C'est le premier aussi qui a publié ou fait ou montré des tables anatomiques. Lorsqu'on va chez le médecin, il y a toujours des grandes tables, des dessins en couleur qui montrent les parties de l'animal, les parties de la femme, les parties de l'homme, les parties de l'œil. Mais ça remonte à Aristote. On n'entend pas parler que quelqu'un l'a fait avant, même Hippocrate n'en parle pas. Mais Aristote, lui, il parle des tables anatomiques. Il dit souvent, pour connaître la disposition de chacune des parties des animaux, il faut regarder dans le dessin des dissections. Ah! Aristote recommande et peut-être pratique la dissection. Là, il y a un chapitre là-dessus. Est-ce que beaucoup d'animaux, il ne faut pas d'un renard ou d'un bœuf, il parle de l'intérieur de l'animal, c'est différentes parties, mais on se dit, il ne les a pas inventés, il en a vu. Il a vu des animaux ouverts. Mais est-ce qu'il aurait vu, quand il parle du cœur de l'homme, des poumons, est-ce qu'il aurait disséqué un homme? On n'ose pas parler d'un pareil juron, d'un pareil raisonnement affreux. Il ne le dit pas. Parce que s'il avait dit de son temps, pour faire la dissection des hommes, vous voyez dans un homme qu'on dissèque, etc., il serait fait envoyer dans sa patrie, de retour dans sa patrie, où on lui aurait demandé de boire une petite tasse d'arsenic. Bon, c'est ça. Alors, il s'en sort. En fait, quand on lit ce qui est dit de la dissection, il y a des moments où on dit ça ne se peut pas. Il a vu quelqu'un qui était disséqué. Peut-être pas lui qui l'a fait, mais il a vu quelqu'un qui disséquait des hommes, il a vu des hommes ouverts, peut-être des blessés ou des gens qui ont été tués. Mais c'est tellement précis, puis comment ça fonctionne, que votre tête tube passe vers telle chose à l'organe. C'est de la dissection.
on a l'impression aussi, quand il dit certaines phrases, qu'il parle de dissection humaine qu'il a vue, mais il n'ose pas le dire. Mais ça nous saisit quand on le lit. Pour vous dire, pour un exemple, il parle de la taupe, cet animal, la taupe. Il dit, vous savez, un métaphysicien ou un philosophe qui est en train de vous décrire une taupe, une souris, il parle des souris. Bon. Il dit, d'une manière absolue, la taupe ne voit pas. Et elle n'a certainement pas d'yeux qui sont apparents. Mais en lui enlevant la peau, on reconnaît qu'elle a, à la place des yeux, et les parties noires de l'œil, dans le lieu et à la position que la nature enseigne, excusez-moi, je vais tourner ma page, enseigne aux yeux qui saillissent, que la nature assigne aux yeux qui saillissent au dehors. La taupe aurait des yeux. On dirait que ceux de la taupe ont été mutilés au moment de sa naissance et que la peau poussait par-dessus. Donc, c'est exactement ça, la réaction de quelqu'un qui découpe une taupe, qui lui ouvre un œil, qui regarde les parties, puis qui voit qu'il y a comme une sorte d'œil, un petit œil, et puis il dit, bon, et il y a une peau par-dessus. Mais on peut dire qu'elle a des yeux, mais elle n'a pas d'yeux. Bon, elle a taupe. Vous savez qu'un philosophe comme Aristote a une grande réputation qui s'attarde à demander la description de la taupe. Bon, il faut le faire. Et dans son anatomie, par exemple, donner un autre exemple, à un moment donné, il se met à parler du sexe, de différentes affaires, entre un bœuf et une vache, etc. Avez-vous déjà eu dans votre assiette de l'anguille? Si vous avez vu des anguilles, ben Aristote, lui, parle du sexe des anguilles. Saviez-vous ça? C'est assez rare, un philosophe ou un savant qui se met à disserter, à parler sur comment peut-on distinguer le sexe. Quand j'ai lu, c'est la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait pour donner le sexe d'une anguille mâle ou une anguille femelle, ses oreilles, la couleur. Je vous laisse le problème, mais lui, il en parle. Et il le décrit. Et comment on fait des petits anguilles? Quand si vous voulez savoir l'art de faire des petits anguilles, lisez Aristote. Bon. Je ne parlerai pas d'un de ses plus gros ouvrages, la politique, parce qu'il n'est pas le premier qui a écrit sur la politique, mais il y a beaucoup de choses qui fait des idées qui sortent le premier pour la politique. Par exemple, il est le premier qui dit que dans un État, on doit avoir une classe moyenne. Il doit y avoir des riches et des pauvres, puis une classe moyenne entre les deux. Puis il développe ce que ça peut être une classe moyenne. C'est à peu près les termes qu'on emploie aujourd'hui pour parler des classes moyennes. En tout cas, je ne veux pas développer là-dessus parce que ce serait long. Et aussi, je vous mentionne ça comme ça, c'est parce qu'il y a un passage que j'aime beaucoup, moi. C'est ce qui est dit de l'esclavage. Alors, c'est un grand sujet de discussion aujourd'hui. Vous dites, les anciens, il y avait des esclaves, bon, puis maltraiter les esclaves, comment ça fait? Mais je vous fais remarquer que M. Trudel a écrit un livre sur l'esclavage au Canada français. Ça, c'est une autre chose. Mais lui, il étudie ce que c'est qu'un esclave. Et comment est-ce qu'on peut être esclave? Est-ce que c'est possible qu'on soit propriétaire d'un esclave? Il en avait, lui. Alors, allez lire le testament d'Aristote, vous allez voir ce qu'il dit des esclaves. Alors, je vais vous le dire. Dans son testament, il libère tous ses esclaves. Ils sont libres, il leur donne même de l'argent, les hommes et les femmes. Alors, ce qu'il dit de l'esclavage dans sa politique, c'est dans ce genre d'opinion-là, dans cette définition-là. Il a été le premier qui a écrit un livre de psychologie. Il n'y a rien eu avant lui. Alors, les manuels de psychologie qu'on a aujourd'hui descendent d'une manière ou d'une autre du premier livre de psychologie d'Aristote. La psychologie, c'est la science de la psyché, de l'âme. Mais l'âme, la psyché en grec, c'est plus que l'âme. C'est l'esprit, l'intelligence, et puis ce qu'on appelle l'âme à nous, ce qu'on doit sauver, etc. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas physique, c'est la psychologie. Dans son livre qui s'appelle L'âme, vous avez ici dans votre liste, c'est une œuvre majeure. Peut-être ce n'est pas l'œuvre majeure, mais peut-être une de ses œuvres majeures. Ça traite des principes du vivant, principes de la personne humaine, ou pas humaine vivante, du mouvement de la personne, de ses passions et des moyens de la connaissance. Ben, c'est la psychologie.
c'est l'étude de l'âme aussi. Ça porte entre autres son étude sur les différents types d'âmes des êtres vivants. On se dit, un chien, est-ce que ça a une âme? Qu'est-ce que c'est qu'une âme? C'est l'heure de reconnaître, de trouver bon, de trouver méchant, de suivre, de pousser, de demander. Est-ce que, bon, c'est Aristote étudie ça, entre autres, les différentes sortes d'âmes qui existent. En fait, c'est les relations qu'on voit en psychologie actuellement, les relations entre le corps, l'esprit et les facultés. Le corps physiquement, les facultés et son esprit. Et les rapports entre les trois. Bon, mais on en parle un peu plus longtemps, c'est long. Alors, le traité de l'âme d'Aristote, c'est pas Emmanuel, c'est un traité. On le considère, on a dit plusieurs fois, que c'était la première œuvre systématique de psychologie et de théorie de la connaissance. Là, ça vous rappelle l'université, c'est la théorie de la connaissance. Il ouvre une chose. Alors, il dit une phrase moi, qui m'a frappé, que j'ai écrite en rouge. Tout ce qui a été dit jusqu'ici sur l'âme ne doit, par d'autres et par moi, ne doit guère être pris que comme une simple esquisse. Ça, c'est extraordinaire parce que un chercheur, et lui, il sait bien qu'il est un chercheur, il a fait un livre sur l'âme, et il dit ça, c'est simplement une esquisse de ce que c'est l'âme. Effectivement, les psychiatres, les psychologues, tous les travaux qui sont faits en psychologie, en psychiatrie, ça a commencé avec Aristote, et il s'est aperçu que c'était un champ immense qui ouvrait là, et qu'il n'avait pas le temps de continuer. Mais c'est lui qui a mis la base, et c'est lui qui l'a inventé. C'est aussi l'homme qui a écrit les premières œuvres morales. Il n'y avait pas eu avant lui, il y a eu des textes, des tragédies, des comédies, qui étaient d'une allure morale, mais qui vraiment, qui a commencé la morale, vous allez voir tout de suite, ce que s'appelle, donc là, il y a la morale, la grande morale, la morale à Nicomaque, la morale à Eudème. Bon, c'est trois-là. La morale d'Aristote, ça part de la psychologie de l'être humain, puis des analyses, des manifestations de l'âme. Dans le corps humain, dans son esprit, dans sa psyché, il va faire des études de psychologie, qu'est-ce que c'est? Et aussi des portraits et des analyses, des portraits de personnages et des analyses de caractère. Par exemple, l'honnêteté, le bon sens, la brutalité, la tempérance, etc. Il y en a une cinquantaine, je ne sais pas, peut-être 60. Des définitions de personnes qu'on connaît bien et qui ne sont pas imaginaires, qui sont des cas réels. Il est vraiment le premier en littérature qui a fait des portraits, comme La Bruyère par la suite, puis comme des écrivains qui font des portraits demandés de personnages, des descriptions de caractère. Mais moi, personnellement, ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est qu'il y a tout un grand passage sur l'amitié. C'est le premier qui parle de l'amitié entre les hommes et les femmes, parce que l'amour est une extension de l'amitié. Vous voyez? Et c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est vraiment frappant ce qu'il dit là-dessus. Et par moments, c'est vraiment presque touchant. Mais surtout, le moral à Nicomaque, c'est le premier grec, le premier livre grec et le premier livre au monde consacré au bonheur. Le but de ces trois textes-là, c'est de dire qu'est-ce que c'est que le bonheur. Et c'est une étude qui est pas mal valable. Pour Aristote, le bonheur, c'est la fin de la vie. C'est-à-dire, c'est la fin, c'est le but de la vie qu'on recherche. Pour chacun de nous, que je vois, et moi-même, ce qu'on veut dans la vie, c'est le bonheur. Des petits bonheurs, des grands bonheurs, puis le bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? C'est l'accumulation. Pour un Américain, c'est l'argent. Bon, avoir de l'argent. Pour un autre, c'est la santé. Hein?
Quelqu'un qui est tout difforme, c'est la santé. Pour d'autres, c'est l'amour partagé ou unique. Pour d'autres, c'est la famille, la réputation, nos réalisations, c'est le bonheur, ou le paradis à la fin de nos jours. Mais il nous pousse à faire des réflexions, et moi personnellement, faire des réflexions sur ce que c'est que le bonheur final. Et ça, c'est à peu près la même chose que ce que les premiers chrétiens ont dit, que le bonheur, c'était de connaître Dieu, etc. Aristote ne parle pas de Dieu, il parle simplement d'un point de vue humain, personnage humain. Je donne juste une pensée qui m'a frappé, entre autres, parce qu'il parle de la vie. Se donner la mort parce qu'on veut échapper à la pauvreté ou par suite de chagrin d'amour ou de toute autre affliction, ce n'est pas le fait d'un être courageux, mais d'un lâche. Réfléchissons. Je vous mentionnerai comme ça, modestement, que pour voir d'autres pensées, rapidement d'autres pensées d'Aristote, dans mon livre de moi Aristote, il y a plusieurs pensées d'Aristote que j'ai transcrites là. On arrive bien là. Il a traité des grands problèmes aussi. Il n'est pas nécessairement le premier. Il est le premier qui a donné la preuve que la Terre était ronde. Bon, de deux façons. Il dit, lorsqu'on marche, lorsqu'on se déplace, les choses se déplacent, agrandissent à l'horizon. C'est pas parce qu'elles sont loin, c'est parce qu'elles sont en bas de nous. Puis il a décrit ensuite, il a fait le tour de la Terre, c'est rond. Bon. Et puis la preuve, c'est que lorsqu'il y a une éclipse, on voit l'ombre de la Terre et la Terre est ronde. C'est une ombre ronde. Mais c'est ça, la Terre est ronde. Il n'y a pas à ça. Il dit aussi de façon certaine que le Soleil est plus grand que la Terre. Ben, il y a des gens qui ne croient pas ça encore. Comme la Terre est ronde, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Hein. On en parle ça dans un autre. Il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Bon. Surtout, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il parle des dimensions de l'univers. Bon. Il dit, dans la pensée, il n'y a pas de limitation possible. Et dans la pensée, le nombre est infini. Dans notre pensée et en mathématiques, le nombre qu'on peut compter est infini. On arrête à demander parce que c'est l'infini, on ne peut pas en venir à bout. Mais tant qu'on peut loin, on a des chiffres, on y pense. Alors, comme il dit lui-même, là, le nombre est infini aussi bien dans les mathématiques que dans l'espace qui est en dehors du ciel. Alors là, il pose une question. L'univers, est-ce que c'est l'infini? Est-ce que l'univers, on ne peut pas dire qu'il repose à l'infini? Parce qu'en dehors de l'univers, l'infini, c'est rien. Notre univers est dans rien. Il y a l'univers puis il y a autre chose. En tout cas, on peut discuter là-dessus, hein, vous voyez, mais c'est son opinion à lui, ça. Cet extérieur du ciel étant infini, il faut bien qu'il y ait un corps, une chose infinie, ainsi que des mondes sans fin. Mais ça, l'astronomie actuelle s'en va exactement là. Plus le télescope voit loin, plus on voit des galaxies qui sont éloignées, qui ont l'air de se développer. Mais quelle est la limite du monde? Est-ce que le monde est infini? Se développe toujours ou est-ce qu'il n'y a pas de fin? Mais ça ne se peut pas dans l'univers. L'univers est dans rien, sûrement. En tout cas, je vous laisse la discussion. Je ne peux pas régler le cas. Là. Mais ce qui est assez, il dit aussi, l'univers est éternel. Bon. Le ciel est unique et le temps ne s'arrête pas. Bon. Il va plus loin que ça. Il dit même une chose qui m'a frappé un peu. Il dit, il existait des éléments avant que le monde ne naisse. C'est-à-dire que, de façon dont il parle un peu, c'est pas lui qui a inventé le mot Big Bang, mais c'est exactement ce qu'il fait. Au début, il y a eu une explosion, il y a eu des êtres, mais avant ces êtres-là, il y avait des choses qui existaient, il y avait des particules, il y avait des choses, des éléments qui existaient. Ces éléments-là n'avaient pas de vie. Il y a eu une première cause au mouvement. Alors, il dit, il y a eu nécessairement un premier moteur.
depuis ce temps-là, il y a toutes sortes de moteurs qui ne finiront pas. L'affaire, l'univers, nous, vous, bon. Le premier moteur. Le premier moteur, c'est une cause, une chose, un être, je sais pas, qui, qui était avant le temps. Donc, il n'est pas dans le temps. Il ne dit pas Dieu. Il appelle le premier moteur. Souvent, c'est le mot qu'il emploie, le premier moteur. Le premier moteur n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps parce que c'est lui qui a mis les choses en marche dans le temps. Donc, lui ne l'est pas. Il est la première force, le premier mouvement. Bon. Le premier moteur, c'est la cause première de toutes les choses. Aujourd'hui, il y a des astronomes comme mon astronome préféré, qui est Stephen Hawking, qui connaît Aristote, qui en parle, qui est un cosmologue, qui parle souvent de ces questions-là. Un autre qu'on connaît bien, c'est Hubert Reeves. Hubert Reeves a fait un ouvrage qui s'appelle Les oiseaux, merveilleux oiseaux. Là, il étudie la chaotique matière primordiale, c'est ce qu'il appelle, la chaotique matière primordiale. C'est là qu'on va le plus loin, le plus profondément. Il dit, Aristote, ça aussi c'est une chose qui m'a fait toujours réfléchir, sur la cause première de toutes les choses. On peut se demander aussi quel est le premier de tous les mouvements. C'est un point d'une importance incalculable. Ben, c'est ce qu'on est en train de penser, nous, là. C'est un sujet de discussion, est exactement un sujet à la mode. Il remonte à Aristote. Bon. Je ne veux pas faire l'éloge d'Aristote, mais c'est comme ça. Bon. Théologie. Théologie. On pourrait parler longtemps d'Aristote en théologie, comme personne qui écrit sur Dieu, et Thomas d'Aquin. Alors, vous connaissez saint Thomas d'Aquin, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Somme théologique. La Somme théologique, c'était fait dans son temps, c'était reconnu immédiatement comme le manuel d'éducation de la théologie, le manuel d'enseignement en théologie. La Somme théologique, c'est 2 millions de mots. 2 millions de mots, c'est 6 fois le nombre de mots qu'on trouve dans la Bible. C'est énorme. Je dois avouer que je n'ai pas lu toute la Somme théologique. J'en ai lu une bonne partie, mais pas toute. C'est vraiment énorme. Ah, Thomas d'Aquin connaissait Aristote. Il a traduit en latin 12 des œuvres d'Aristote. Surprise générale. Grand saint Thomas d'Aquin, un saint, etc. Il a traduit 12 livres d'Aristote. Et dans la Somme théologique, il cite, je les ai comptés, 2030 fois Aristote. On va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? La doctrine de saint Thomas d'Aquin serait sur le modèle d'Aristote. Et des idées d'Aristote, c'est vrai que c'est des idées d'Aristote. Aristote dit, par exemple, le premier moteur, c'est la cause première de tous les êtres. Bon. Thomas dit, Dieu est la cause première de tous les êtres. Il a pris exactement la phrase d'Aristote pour ce premier moteur, il a dit Dieu. Et il y a beaucoup de choses, quand on regarde effectivement la somme théologique et ce qu'Aristote dit, qui sont presque des copies telles quelles. Et ça s'est transmis. Saint Thomas d'Aquin est reconnu comme le docteur évangélique, le docteur de l'Église. Et jusqu'au Concile de Vatican II en 1965, on parlait de saint Thomas d'Aquin. Et on a convenu que la somme théologique, c'était le meilleur manuel d'enseignement de la théologie. D'autres ont pensé que c'était Aristote qui était derrière tout ça. On a dit qu'Aristote intégrait dans la théologie catholique, intégrait ces systèmes de la théologie catholique par saint Thomas d'Aquin. Vous savez, saint Thomas d'Aquin a introduit la pensée d'Aristote dans la pensée chrétienne. Alors là, je ne veux pas me faire crucifier moi-même en parlant de ça, mais c'est quand même ça. Je termine sur une chose. Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans? Bien, Christophe Colomb était un monsieur qui était un marchand qui explorait la Méditerranée dans les mers. Et puis, à un moment donné, il y a vu des gens qui ont fait des grandes expéditions, des découvertes d'un côté à l'autre, qui parlaient de leur mort avec des choses qui amenaient, on ramenait de l'or, on ramenait de l'argent, etc. Et il a lu beaucoup de ces gens-là, et il a lu Aristote. Christophe Colomb a été un lecteur d'Aristote.
Or, Aristote dit 3-4 fois dans ses œuvres que si on traçait une ligne droite à partir de la Grèce jusqu'aux colonnes d'Héraclès, il appelle ça les colonnes d'Héraclès, les Grecs, pardon? Gibraltar. Jusqu'à Gibraltar, si on faisait une ligne droite de la Grèce au Gibraltar et qu'on continuait tout droit, on arriverait en Inde. Or, mais pour lui, Aristote, il y a deux parties. Dans l'univers, il y a deux parties. Il y a les terres, puis il y a les mers. Ou la terre, puis la mer. Bon. Alors, Christophe Colomb est convaincu de ça. Il a demandé de se faire financer, ça n'a pas été facile, mais finalement, c'est une femme, Isabelle de Castille, qui l'a financé, puis il dit, vas-y. Alors, il est parti. Et puis, en 1492, il est arrivé à Cuba. Et à Cuba, il a vu des êtres qui n'étaient pas de la même couleur que lui, qui n'étaient pas habillés du tout comme lui, ni armés comme lui, et qui parlaient une langue qu'il n'y avait pas possibilité de comprendre. Comme il était arrivé en Inde, ils appelaient des Indiens. Ben moi, quand j'étais enfant, j'entendais parler des Indiens, des histoires d'Indiens. Puis les gens au Canada, il y avait des gens au Canada qui étaient des Indiens. Mais je me suis longtemps demandé comment se fait-il qu'on appelle les Indiens des gens qui demeurent en Amérique ou quoi? Les Algonquins ou les Hurons ou les Indiens. Pourquoi les Indiens? Bon, on va aller dans le détail. À mesure que les colons sont arrivés, ils ont fait la côte américaine. Et puis là, ils ont remarqué des choses, ils ont découvert des choses. Par exemple, ils ont vu une plante, grande plante qui montait avec des feuilles, puis il y avait un épi qui ressemblait à un épi de blé, mais beaucoup plus gros. Et au lieu des grains de blé, il y avait des grains de cet épi-là. Alors, on a dit, c'est le blé d'Inde. Et quand j'étais enfant, le blé d'Inde, ça m'a demandé comment ça se fait qu'on disait que c'était du blé qui venait de l'Inde. Bien, le mot vient des colons qu'on a découvert à la suite de la suggestion d'Aristote. Alors, cet été, quand vous prendrez un épi de blé d'Inde, ayez une bonne pensée pour Aristote. Au revoir et joyeuse Pâques.